Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Christophe Gossin, PDG de la société Gossin. Ensemble, on va revenir sur la présentation très remarquée en début d'année de son camion à hydrogène au Dakar. On fera également un point sur les perspectives du groupe et son développement à l'international. Dans un second temps, je recevrai Benjamin Rousseau, gérant action, spécialiste des petites et moyennes capitalisations chez Cogefi Gestion. Ensemble, on parlera évidemment de cet univers de marché très perturbé depuis le début de l'année et des actions sur lesquelles il faut potentiellement miser. Les Pépites de la Côte, c'est parti. Bonjour Christophe Gossin. Bonjour. Monsieur Gossin, vous êtes PDG de la société Gossin qui, on le rappelle, est basée en Haute-Saône. Elle est spécialisée dans la conception et l'assemblage de véhicules destinés à la logistique et elle commercialise ces technologies partout dans le monde. Il y a un an, tout juste, sur ce plateau, vous nous parliez du lancement de votre camion à hydrogène, Paris Tenu, Christophe Gossin. On a pu voir ce camion à l'édition du Dakar 2022, ce qui vous a apporté une vraie notoriété internationale et au passage, cette expérience a permis de démontrer la fiabilité de l'hydrogène. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour ce camion et comment faire pour vous démarquer de tous ces acteurs qui développent eux aussi des poids lourds à l'hydrogène? Alors, c'est un vrai succès ce Dakar, vous le soulignez bien. Et donc, ce véhicule est en train de faire une tournée mondiale. Il part, là, il est à Zeebrugge, vous savez, en Belgique, et il part aux États-Unis. Donc, il va arriver sur les côtes de New York dans un mois. Et depuis là, on va faire un tour du monde. On va traverser déjà les États-Unis, Vegas. On va faire un salon très important donc côté californien. Et ensuite, on va remonter, par exemple, côté canadien. Et on va traverser le Canada dans le sens inverse et arriver à Toronto, Montréal, Reykjavik. Et puis, on va faire un passage à Glasgow, puisque c'était là que se tenait la COP 26 l'année dernière. On va descendre en Europe et puis arriver sur Sharm el-Sheikh, où se tiendra la COP 27. C'est bien sûr un événement très attendu. Et puis, on va faire un tour mondial. Donc, ça va prendre quelques années, ça va prendre pas loin de 3 ans. Et ça sera une caravane, c'est-à-dire on va pousser ce camion, le H2 Racing Truck qui a fait le Dakar, c'est effectivement le camion le plus puissant jamais construit, mais il sera accompagné de d'autres véhicules de la gamme Gossin, un véhicule portuaire 75 tonnes et un véhicule logistique qui s'adresse donc aux acteurs du e-commerce, un véhicule 38 tonnes, eux aussi zéro émission, et puis un bus, puisqu'on a repris les droits de production du bus de chez Bolloré pour être aussi en zéro émission. Donc une belle campagne, vraiment une aventure incroyable qui va se passer là dans les semaines à venir et dans les années à venir. On va faire des choses un peu, on va remonter la Namibie. Enfin, c'est un vrai tour du monde. On ira dans le Timor, on ira en Australie. Enfin, c'est voilà, un tour du monde. Sacrée épopée donc pour ce camion. Et où doit-il être déployé en priorité? Vous parliez justement des zones portuaires. Ben, on est convaincu chez Gossin, parce qu'on a un carnet de commandes qui se remplit, qui s'est accéléré grâce à ce camion. On est convaincu que l'hydrogène passera déjà par les terminaux portuaires. Pourquoi? Parce que ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'on va refueler en quelque sorte l'hydrogène. Donc c'est privé. On peut facilement mettre une petite station hydrogène sur un terminal portuaire et créer cet effet de massification, c'est-à-dire avoir un retour rapide sur investissement. Sur l'installation de la station hydrogène, puisque juste derrière les terminaux portuaires, vous avez les centres logistiques. Donc, on est vraiment en activité off-road, privée. Et puis, on fait aussi nos premiers pas, nos premiers tours de roue sur la route en activité on-road avec ce fameux véhicule qui fera donc au départ un segment de marché bien particulier. On ira jusqu'au centre logistique. On va pas faire des camions qui vont faire 1500 km. Pour nous, ça n'a pas de sens. Ce sera plutôt des durées de 80-100 km sur des trajets qui sont connus. Et donc dans des zones portuaires, oui. Oui, par rapport à votre question, la différence, c'est qu'on a déjà un skateboard, donc une plateforme qui est hyper légère. Elle fait 500 kg de moins qu'un tracteur routier normal. Donc, ça nous donne un avantage concurrentiel. Ce skateboard existe. Et donc, dans les prochains mois à venir, on pourra donc vous montrer nos premiers tours de roue vraiment sur la route avec ces fameux véhicules classe 8, 38 tonnes routiers. Et par rapport aux autres acteurs de la concurrence qui eux aussi se positionnent sur des camions à hydrogène, finalement, votre avantage concurrentiel, ce serait lequel si vous deviez?
C'est d'avoir commencé la transition chez nous en 2012. C'est-à-dire qu'on a complètement arrêté les véhicules thermiques diesel en 2012, donc en avance de phase, pas en effet de mode, si on peut dire, de la partie hydrogène qui a démarré vraiment il y a un an et demi. Donc, mettre au point des produits de cette technologie avec les normes imposées sur la sûreté de fonctionnement ou sur la législation pour toute la partie routière, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2-3 ans. Mettre au point un véhicule routier, il faut compter à peu près 5 ans pour qu'il soit robuste et fiable. Donc, on a cette avance de phase qui font aussi beaucoup d'effets d'annonce, alors que nous on fait le Dakar, c'était pour montrer que voilà qu'on est capable de passer dans des profils de dunes. Enfin, on a pris beaucoup de risques à faire ce Dakar et c'est un vrai succès pour montrer que la technologie existe. Monsieur Gossin, vous avez parlé justement de votre carnet de commandes qui s'est rempli à la faveur de cette présentation au Dakar. Dans un contexte de hausse des coûts, de difficultés d'approvisionnement, serez-vous en mesure de l'honorer justement, ce carnet de commandes ? On est en fait, c'est un peu paradoxal, mais le coût des composants baisse, parce qu'on est en fait tout ce qui est pile à combustible, il y a un effet de massification également qui se fait, d'économie d'échelle. Donc on n'est pas pour l'instant, on n'est pas impacté par ce phénomène. Et notre business model, il est de produire localement. Donc on n'est pas tributaire donc de ces flux. Vous savez que le transport maritime a été multiplié par 7 le coût l'année dernière et ça continue encore d'augmenter. Donc notre business model est de se déployer à l'international, de créer une quarantaine de licenciés. Donc on a comme référence le transfert de technologie sur un partenaire pour le port de Singapour. Nous faisons l'autonomisation du port de Singapour en ce moment. C'est 3000 véhicules. On s'est installé à Doha. On vient juste de signer l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour illustrer ce business model qui est captif, qui est un peu à l'ordre du jour. Où on parle de mondialisation, mais on parle de plus en plus de régionalisation pour éviter les coûts de transport et puis créer un service après-vente first class par la proximité que nous offrons avec ces implantations à l'étranger. Ok, en tout cas une délivrabilité qui pour le moment n'est pas remise en question, si je comprends bien. Exactement. Vos perspectives financières sont aussi particulièrement ambitieuses. Vous visez un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions d'euros cette année, en hausse de 42%, puis de 100 millions d'euros en 2023. Comment comptez-vous atteindre cet objectif ? Bon, déjà, on a un bon carnet de commandes. Hein. On a un carnet de commandes qui est de l'ordre de un peu plus de 80 millions d'euros à date. Et puis, il y a un phénomène d'accélération. Les opérateurs portuaires qui sont nos clients accélèrent cette transition. Hein. La transition, ça porte bien son nom, c'est transitoire. Et là, il y a un phénomène d'accélération de cette transition sur du zéro émission. En plus, nos clients ont fait, voilà, c'est un peu paradoxal. Ils ont augmenté leur taux de fret. Ils ont fait de bons résultats. Donc, ils sont aussi mieux disposés à investir dans du green. Et nos autres clients, ce sont les acteurs du e-commerce. Nous avons signé des contrats mondiaux, des Master Purchase Agreements. Donc, on est référencé. C'était aussi un long travail avec le leader du e-commerce et puis le leader du transport qui est également américain. Donc, ça, c'est aussi, on est référencé. Donc, en quelque sorte, n'importe quel acheteur basé à Tombouctou peut commander un véhicule qui est référencé Gossin. Et ces grandes sociétés n'investissent que dans du green, du zéro émission. Et justement, vous êtes présent dans plusieurs pays, on a parlé de l'international, donc la Chine, les États-Unis. Comment faites-vous précisément pour vous déployer à l'international ? On favorise de l'ouverture, c'est-à-dire plutôt que de garder pour nous la technologie, on la partage. Donc on va venir transférer quelque part habiller un partenaire qui a envie de s'investir dans ce zéro émission, dans la production, l'assemblage de ces véhicules. Donc on va venir vraiment l'équiper, lui donner un peu le manuel. Moi j'appelle ça le manuel d'IKEA. Où voilà, ça passe par un achat de licence, c'est ça ? Cela passe par un achat de licence ? Exactement. Donc, c'est vraiment un double intérêt. Nous, ça vient récompenser nos efforts de R&D. On a investi plusieurs dizaines de millions. Donc, généralement, on demande un front payment qui correspond à un droit d'entrée, qui correspond aussi à une exclusivité, une gamme de produits, une durée aussi, 20 ans souvent, des durées assez longues. Et puis, le partenaire a l'avantage d'avoir tout de suite un pied dans cette industrie, de pouvoir construire, et souvent ensemble, parce qu'on sera en joint venture pour pouvoir faire cet assemblage de véhicules. Et on apporte aussi souvent les clients et ces nouveaux marchés
portuaire, logistique, avec des références prestigieuses. Donc, on est toujours chez Gossin, on a des. Vous voyez, on est partenaire avec Aramco sur un autre sujet, donc c'est le On en numéro parlera. un. C'est prévu, nous allons Voilà. en parler. Bon. Et justement, il y a tout juste un an, on avait parlé d'un autre partenariat, en l'occurrence aux États-Unis avec Plug Power. Quel bilan vous pouvez dresser 12 mois plus tard de ce partenariat? Les régions qui poussent sur l'hydrogène sont la Californie, la Corée, le Japon, quelques pays du Nord en Europe avec l'Allemagne en priorité, la France bien sûr. Et donc, il y a ici un grand engouement. Et puis, il y a aussi tout le système d'aide de voucher qui compense le prix aujourd'hui, qui gomme la différence de prix des véhicules zéro émission qui sont encore aujourd'hui plus chers. Donc, le bilan, c'est que Plug Power, c'est un leader. Ils ont un peu plus de 40 000 chariots élévateurs hydrogène déjà installés avec les systèmes de rechargement. Donc, entre guillemets, c'est assez facile de venir se plugger sur les stations hydrogène existantes. Donc, il y a un réseau existant. Là, on va traverser les États-Unis. On va depuis l'Est jusqu'à l'Ouest des États-Unis. On trouve des stations hydrogène partout pour notre World Tour. Exactement. Donc, ça se passe bien avec Plug Power puisqu'on intègre leur pile à combustible, mais on est aussi agnostique. On intègre en Corée, on intègre du Hyundai, on intègre en France, on intègre par exemple du Forestia ou du Plasticomium, donc ou des batteries Saft. On est vraiment dans cette idée de pouvoir intégrer n'importe quelle technologie de batterie, de pile à combustible ou de tank à hydrogène. Alors toujours sur l'international, vous avez cité le nom de Saudi Aramco. Justement, en décembre, vous avez signé un partenariat avec le géant saoudien de l'énergie et de la chimie. Pourriez-vous peut-être nous en rappeler les détails? On a aussi compris que le saoudien pourrait entrer au capital de votre groupe. Qu'en est-il, Christophe Gossin? Alors, donc, très heureux d'avoir eu cette signature à Aramco qui a donc participé, qui a financé le Dakar qui s'est tenu donc en Arabie Saoudite sur les 15 premiers jours de cette année. Et ils ont un droit pour continuer. Peut-être qu'on fera le Dakar encore avec eux sur 3 années à venir. Donc, Aramco a le souhait vraiment de s'investir dans l'hydrogène. Pas immédiatement, ça va arriver d'ici je pense, 1 an et demi, 2 ans, d'après ce qu'ils nous disent. Et puis, donc, on a d'autres sujets avec eux de partenariat, mais qui se combinent avec une installation de fabrication locale. Et pour ça, nous, on a d'autres partenaires potentiels. En quelque sorte, c'est un partenariat qui va se faire à plusieurs. Et on est en train de sélectionner en ce moment le partenaire qui nous paraîtrait le bon partenaire pour assurer la distribution de nos véhicules. Aramco n'est pas le partenaire qui va nous aider à distribuer nos matériels en Arabie Saoudite. Et vous savez qu'il y a plein de projets en Arabie Saoudite sur les projets avec NEOM, avec le PIF. Enfin, il y a un gros sujet touristique. Enfin, une vraie transformation de ce pays. Donc, c'est vraiment de grandes opportunités pour toute notre gamme, de véhicules. Donc, pas d'urgence. Quand on choisit un partenaire, c'est pour 20 ans. Donc, je ne vais pas me précipiter parce qu'il y a bien sûr toujours une attente des actionnaires de dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà. Quand on s'engage sur 20 ans, on prend le temps de faire connaissance, de choisir son partenaire, de regarder les forces et de ne pas se précipiter, surtout sur des pays où la notion de temps est parfois différente de ce qu'on peut rencontrer en Europe. Donc, c'est un sujet qui va s'étaler, je pense, sur les 18 mois à venir. Donc, de ce que je comprends, une entrée de Saudi Aramco au capital n'est pas d'actualité. Et elle est d'actualité dans le sens où on est en due diligence, il y a des discussions, tout ça est public et encore plus en vous le disant là. Mais voilà, mais on prendra notre temps et puis c'est une grosse machine ils ont des process qui sont extrêmement longs pour ce type d'opération. Est-ce que vous êtes approché par d'autres groupes pétroliers ou parapétroliers qui cherchent justement à se verdir? Mais effectivement, on a Total qui est aussi bien sûr notre fleuron français et on a de beaux sujets avec eux donc qui seront d'ailleurs
dévoilé avec un partenariat avec Airbus qui est confidentiel pour l'instant. Donc, on devrait pouvoir annoncer ça avant cet été. Donc, c'est le cas dans tous les pays. Ici, je suis à New York. Là, c'est ExxonMobil a la même pression des actionnaires. BlackRock donc vote des résolutions pour demander à ces gros géants de oil and gas de se verdir à nouveau. Donc, il y a un phénomène aussi social, bien évidemment. Donc, tout ça, c'est favorable à créer des partenariats. On avait senti aussi que le Covid était aussi un accélérateur de la transition énergétique, aussi bien d'ailleurs que les programmes de digitalisation qui pour nous correspondent aux véhicules autonomes, ce souhait d'être avec des véhicules sans chauffeur. Donc on voit, et puis malheureusement la guerre aussi est un phénomène d'accélérateur. De transition énergétique, oui. C'est rebattre les cartes énergétiques en créant une nouvelle dépendance, mais basée plutôt sur du green. J'étais aussi en Égypte où il y a un électrolyseur de 100 mégawatts ce sera certainement un des premiers sur la Méditerranée à proposer de l'hydrogène vraiment green. Donc il y a peut-être d'autres opportunités qui sont à saisir là. Beaucoup de projets donc à suivre. On va évidemment terminer, Monsieur Gossin, par votre cours de bourse. Malgré le développement et l'engouement pour la thématique de l'hydrogène et vos nombreuses annonces, le marché réagit in fine assez peu. Le titre de Gossin chute de presque 30% depuis le début de l'année. Quel commentaire faites-vous sur ce cours de bourse et que faut-il faire pour convaincre les investisseurs ? Je pense qu'il y a un espace-temps qui est il y a une attente qui est des investisseurs qui est plus rapide, qui est peut-être plus dans des délais beaucoup plus courts, alors que quand on se fait référencer par exemple par le leader du e-commerce, ça prend 3 ans pour se faire référencer. Donc il y a un décalage, je suppose. Ensuite, on n'est peut-être pas forcément à la meilleure place. Je vous cache pas qu'hier j'étais sur le marché, j'étais au Nasdaq pour voir un peu ce qui est possible de faire. Je pense le marché américain offre des perspectives de valorisation par rapport on regarde nos comparables et nos comparables, les sociétés comparables ont une valorisation qui est 10, 15, 20 fois plus élevés, alors qu'ils font 0 de chiffre d'affaires et alors que nous avons un carnet de commandes et que nous faisons des marges sur nos véhicules. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a encore un peu de patience. C'est toujours difficile de commenter un cours de bourse et je pense qu'il y a encore un peu de patience et on pourra peut-être faire un point, je sais pas, dans 6 mois ou dans un an. Vous êtes voilà, je pense qu'il y a en train de sous-entendre qu'il y aurait une introduction sur le marché américain. Enfin, c'est une chose à laquelle vous... Non, mais il y a plein de sujets. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs schémas pour mieux valoriser l'entreprise. Et on y pense sérieusement. C'est pas non plus par hasard si Stellantis, si on peut faire une comparaison, si Stellantis est venu se faire une inscription au Nasdaq. Il y a d'autres et par rapport aussi encore une fois à ce qui se passe en Ukraine, c'est encore les États-Unis qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, ce business model que nous avons chez Gossin permet de nous adapter en fonction des contraintes et certainement que là je vais pas dire qu'il y a un boulevard, mais sur les années à venir, les États-Unis et le Canada, c'est une place où il faut être. Bon, on en reparlera alors d'ici quelques mois ensemble. Merci, Monsieur Gossin, pour cet entretien. Merci. Bonjour Benjamin. Bonjour Sarah. Benjamin, le premier trimestre a été particulièrement mouvementé sur les marchés actions, avec une actualité évidemment dramatique en Ukraine et aussi des inquiétudes du côté de l'inflation et du tour de vis plus rapide que prévu des banques centrales. Le CAC 40 a lâché 6,9% sur les 3 premiers mois de l'année. Quel bilan tire-t-on du côté des petites et moyennes capitalisations ? Honnêtement, le premier trimestre n'a pas créé les conditions boursières les plus favorables aux petites et moyennes valeurs. Comme vous l'avez dit, l'environnement a été particulièrement anxiogène, avec cette guerre en Ukraine, avec les hausses de taux, avec l'inflation galopante qu'on a eue globalement. Donc ça a émoussé l'appétit au risque des investisseurs, ce qui a défavorisé bien évidemment les petites et moyennes valeurs, avec à la clé une décollecte sur ce segment de la cote. Le marché a été extrêmement volatile. Les petites et moyennes valeurs également, peut-être que leur liquidité a amplifié ce phénomène-là. Malgré tout, j'ai envie de dire que le CAC Small en France s'en sort avec les honneurs, moins 10% depuis le début de l'année versus moins 9% pour le CAC 40. Moins 7%, oui. Voilà, donc ça accrédite
la thèse selon laquelle c'est peut-être difficile d'aller plus bas, on va dire, sur les petites et moyennes valeurs, ou en tout cas que le pire semble être passé. Finalement, on sort de 2 années, 2018, 2019, de fortes décollectes sur les petites et moyennes valeurs. 2020, c'était une année neutre. 2021, légère collecte, mais sans excès. Bon, et sur ces 4 dernières années, il y a eu 3 années de sous-performance du CAC Small par rapport au CAC 40, ce qui est du jamais vu. Or, les fondamentaux des entreprises globalement sont très bons et les multiples de valorisation des petites valeurs sont attractives. Donc, globalement, en étant sélectif, il y a clairement des bonnes affaires à faire sur ce segment. Bilan pas si mauvais. Donc, après avoir connu une pandémie, voilà qu'une nouvelle crise se profile, on commence déjà à voir les signes d'un ralentissement économique, voire pour les plus pessimistes d'entre nous, à parler de récession. Dans ce contexte, une nouvelle fois incertain, quel type de secteur faut-il privilégier, Benjamin, sachant que la tech, considérée comme vivier de valeur de croissance, est pénalisée par cette hausse de taux qui se profile? Alors, de façon assez intuitive, ce genre d'environnement incertain sur le plan économique, géopolitique, tend à favoriser les sociétés qui sont les moins sensibles au cycle économique, celles qui offrent le plus de visibilité. Donc, typiquement, ces sociétés dites de croissance structurelle qu'on va trouver dans la santé, dans le digital ou la tech. En même temps, c'est vrai que ces valeurs de croissance sont les plus pénalisées par les hausses de taux parce que leur valorisation fondamentale, telle qu'elle est calculée par les investisseurs, les rend justement et sensibles aux hausses de taux. Maintenant, j'ai envie de dire, quelque part, c'est dans les cours. Rappelons-nous que ces valeurs de croissance ont été très fortement pénalisées dès fin 2021 et début 2022 par ce mouvement de rotation du marché. Donc aujourd'hui, fondamentalement, sur beaucoup de ces valeurs, on a des points d'entrée qui sont intéressants, des multiples de valorisation qui sont redevenus intéressants. Et puis avec des taux, par exemple des taux US qui sont aujourd'hui à 2,70, qui ont grimpé de 1 point de pourcentage en un mois, enfin, ce qui est juste colossal, on peut se dire raisonnablement que peut-être le pic de stress est passé. On peut avoir encore bien sûr des taux qui vont monter, mais en tout cas, ça ne surprendra plus grand monde. Donc pour toutes ces raisons, et puis d'une façon générale, les taux restent quand même malgré tout à des niveaux relativement bas si on se prend un petit peu de recul sur 10, 15 ou 20 ans. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est intéressant de revenir sur les valeurs de croissance, et ce d'autant que les crises, Covid, guerre en Ukraine, ont favorisé, on va dire, des thématiques qui étaient déjà porteuses, et donc ces thématiques-là restent encore plus que jamais d'actualité dans la santé, dans la transition énergétique, dans le digital. A contrario, parmi, j'ai envie de dire, les secteurs, les valeurs à éviter, on a quand même d'une façon générale beaucoup de sociétés industrielles, parce qu'elles sont les plus sensibles au cycle économique, et puis parce que dans un environnement d'inflation, disons, galopante, les carnets de commandes... Matières premières notamment. Voilà, exactement. Les carnets de commandes vont être un piège absolument redoutable, parce que quand vous avez rentré des commandes fin 2021 ou début 2022, avec des prix quelque part qui sont fixés à la signature, et que derrière, entre-temps, les matières premières ont beaucoup augmenté, toutes les sociétés ne pourront pas répercuter directement ces hausses dans leur prix de vente. Donc ça va être il va y avoir certainement un pincement de marge sur ces valeurs-là. Et puis dernier segment, le segment de la consommation. Il y a clairement des valeurs à privilégier, notamment celles qui offrent du pricing power, ou alors aussi aller sur les distributeurs, justement parce que dans un environnement inflationniste, ils seront favorisés. Et vous avez peut-être des exemples de sociétés à partager avec nous, que ce soit en France ou chez nos voisins européens, Benjamin? Bien sûr, en France, on peut citer Soitec, donc dans le domaine des semi-conducteurs, qui est vraiment une très très forte conviction pour moi. Malgré la pénurie des semi-conducteurs Au contraire, ils ont plutôt un problème aujourd'hui, eux, pour finalement satisfaire toute la demande auquel ils font face. Donc, très clairement, pour eux, c'est plutôt un gagnant, on va dire, de cette situation. Dans le domaine de la santé, on peut parler de Sartorius Stedim Biotech. On parlait de certaines thématiques qui ont été renforcées par la crise du Covid. Typiquement dans la santé, l'utilisation des technologies de l'ARN messager, ça ouvre un champ des possibles absolument colossal, voilà, pour les vaccins et pour ensuite d'autres traitements. Et les produits à usage unique de Sartorius Stedim Biotech sont particulièrement utilisés pour justement la fabrication de ces ARN messagers. Dans le domaine des services informatiques, donc de l'IT, on peut citer une plus petite valeur française comme OB. Là, il y a un petit peu un discours un peu général parmi tous les dirigeants de ces sociétés de services informatiques qui est de dire on va avoir une décennie en Europe absolument fabuleuse en matière de digitalisation des entreprises, des administrations. Donc voilà, il y a tout un tas de belles sociétés à aller chercher et OB en fait partie.
À l'étranger, il y a aussi une autre thématique justement renforcée par la crise récente, la guerre en Ukraine. C'est bien sûr cette thématique de la transition énergétique. Et il y a quelques exemples, quelques sociétés, quelques pépites à aller chercher en Europe. Je pense en particulier à toutes les sociétés qui sont très bien positionnées sur la thématique, ce qu'on appelle HVAC, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation. Donc rénovation de l'habitat, c'est ça? Rénovation de l'habitat, fabrication de pompes à chaleur, si on veut, entre guillemets, moins dépendre du gaz russe, donc moins utiliser à terme de chaudières à gaz. Il faudra les remplacer par les pompes à chaleur. Donc il y a des fabricants comme ça qui sont cotés en Europe, qui sont très bien positionnés. En Italie, il y a des sociétés comme Ariston ou Carel qui sont des très belles sociétés. Et en Suède, on peut citer Lindab, Nibe ou Bejerref. Donc voilà, quelques très belles sociétés à aller chercher également en Europe. De belles valeurs donc dans de nombreux secteurs. Enfin, dernière question, Benjamin, il y a en France et plus globalement en Europe un sujet qui monte de plus en plus, c'est celui de la relocalisation. En effet, le Covid, la perturbation des chaînes de production mondiales, l'envolée des prix et la montée des tensions géopolitiques sont autant d'arguments en faveur d'une réindustrialisation urgente de nos territoires. Finalement, tout ça sonne aussi peut-être comme la fin d'une certaine idée de la mondialisation. Dans ce contexte, est-ce que nos PME et ETI cotées peuvent tirer leur épingle du jeu? Alors, une réindustrialisation passera forcément, effectivement, par nos PME et nos ETI. Donc, ces sociétés seront forcément au centre un petit peu de toutes les attentions au cours des prochains mois et des prochaines années. Elles vont bénéficier de soutien public, soutien à l'emploi, soutien en matière de R&D, d'infrastructures. Il y aura certainement aussi, bien sûr, des commandes publiques. Et puis, réindustrialisation, ça veut dire aussi achat d'équipements, de machines. Lorsqu'il y a une nouvelle usine qui se crée quelque part, c'est tout un bassin, on va dire, industriel qui en profite, plein de sous-traitants qui en bénéficient. Donc oui, les PME et les ETI, et notamment celles qui sont cotées, vont bénéficier de ce mouvement-là. Difficile à quantifier, mais en tout cas, ça crée un environnement, on va dire, favorable. Maintenant, j'espère que ces appels en faveur d'une relocalisation / réindustrialisation, c'est pas juste un effet d'annonce. Voilà, se traduiront avant tout par une stratégie et la mise en place de stratégies de long terme, et ça, pas simplement effectivement par des effets d'annonce. Donc j'espère qu'on aura des mesures de baisse du coût du travail, avoir des cadres, un cadre fiscal et réglementaire plus lisible, c'est aussi ce qui est demandé. La promotion tout simplement d'une meilleure culture économique en France, d'une meilleure image des entreprises et des entrepreneurs. Et puis pourquoi pas, on peut même rêver, pourquoi pas ne pas promouvoir un peu plus encore l'investissement dans ces petites sociétés. Je pense en particulier à un système de retraite, par exemple, par capitalisation, qui permettrait justement de drainer des capitaux vers les entreprises et notamment vers les jeunes pousses. Beaucoup de pays en Europe qui ont cet écosystème, on va dire, industriel de petites PME, on pense au Mittelstand allemand, on peut penser aux pays nordiques, ont vraiment cette approche, on va dire, un peu globale de raisonner avec des écosystèmes favorables. C'est des travaux de longue haleine, donc vraiment, c'est semer des graines pour pouvoir ensuite les faire germer dans la durée. Donc voilà, à contrario, j'espère que ce n'est pas juste des effets d'annonce et qu'on ne va pas se gargariser parce qu'on refabriquera en France du Doliprane. Et également, un élément qui me paraît intéressant de mentionner, je ne pense pas non plus que ça sonne la fin de la mondialisation. Je pense au contraire qu'on aura plus de mondialisation, mais j'ai envie de dire une meilleure mondialisation. Le message de beaucoup de sociétés aujourd'hui... Des circuits mieux contrôlés, des sous-traitants. Des chaînes d'approvisionnement plus robustes, c'est-à-dire, très concrètement, au lieu d'homologuer 1 ou 2 fournisseurs pour un composant, on en aura 2 ou 3 ou 4 pour justement diversifier finalement son risque. Donc en finance comme en économie, le principe de la diversification, c'est un principe finalement assez bête et méchant, mais qui marche bien pour réduire le risque sans grever sa rentabilité et son profit. Beaucoup de chemin à parcourir en tout cas. Merci Benjamin. Merci Sarah. Cet épisode des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.